Bonjour à tous, bienvenue sur Astrosciences, la chaîne consacrée à la pratique de l'astrologie et à ses applications présentes et à venir. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de voir ensemble comment est-ce que nous pouvons muscler nos interprétations astrologiques. Alors, que faut-il pour faire une bonne interprétation astrologique? Eh bien déjà, il faut connaître par cœur ces gammes astrologiques. Qu'est-ce que c'est que les gammes astrologiques? Eh bien, c'est être capable de synthétiser, c'est-à-dire d'expliquer le sens de chaque position planétaire dans un signe et dans une maison. Alors ça, c'est la base, c'est-à-dire que ça, vous devez connaître ça par cœur, vous devez maîtriser ces explications sur le bout des doigts. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir ensuite faire une interprétation de qualité, parce que vous allez maîtriser justement ce clavier astrologique. Alors, comment est-ce que moi je faisais quand je débutais, mais je le fais toujours, d'ailleurs c'est une méditation que je fais, un petit peu une méditation entre guillemets, que je fais tous les matins, où je pars avec une signature planétaire en tête, et puis je parle de cette signature, je parle aux buissons, je parle aux arbres, je parle aux ruisseaux qui coulent à côté, parce que si vous avez comme moi la chance de pouvoir marcher dans les parcs, c'est sur la ville de Vichy, là où je suis, c'est vraiment super. Et donc ça vous met en jambe le matin, et puis ça vous prépare, parce qu'il faut se connecter, l'astrologie c'est un langage, donc il faut se connecter régulièrement à ce langage pour pouvoir ensuite être efficace en consultation. Alors, il y a un outil aujourd'hui que j'aurais bien aimé avoir d'ailleurs à l'époque, qui s'appelle les dés astrologiques. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous êtes étudiant en astrologie, je suis sûr que cela va vous intéresser. Les dés astrologiques, ce sont ces petits dés que je vais montrer à la caméra. Donc ils sont au nombre de 3, et chaque dé a 12 faces. Alors vous voyez que le premier dé, c'est un dé bleu, il a dessus en fait les planètes. Vous avez un deuxième dé, le vert, qui lui a les différents signes du zodiaque, et le troisième dé, qui représente les maisons. Alors ce qui fait que si vous lancez ces 3 dés, alors l'un après l'autre, ou tous en même temps, vous allez obtenir une signature planétaire, et aléatoire, et cette signature planétaire, c'est celle-là sur laquelle vous pouvez vous entraîner. Vous avez 5 minutes, hop, ça y est, n'importe où vous êtes, vous avez ces dés dans la poche, et c'est très pratique, et ça permet justement de s'entraîner un peu n'importe où à l'astrologie. Alors je vous propose de faire un tirage, et puis de voir ensemble où est-ce que ça nous mène. Je m'autorise à changer le tirage s'il ne me plaît pas. Alors s'il ne me plaît pas, c'est si on tombe sur un bélier maison 1, un Mars bélier maison 1 par exemple. Voilà, on essaiera de trouver un petit peu mieux, un peu plus riche dans l'explication. Allez, alors c'est parti. Alors ici donc j'ai la Lune, ici j'ai le signe du Verseau, et ici j'ai la maison 8. Alors, la Lune en Verseau, maison 8. Alors ça c'est notre feuille de travail. Alors je vous propose 3 colonnes. On va résumer tout ça. La Lune, le signe du Verseau et la maison 8. Alors, la première chose, c'est de commencer toujours par la planète, parce que finalement c'est elle qui donne l'énergie. Donc on va essayer de se reconnecter, mais très simplement, d'accord, on se laisse aller, on va parler de la Lune, se reconnecter à cette énergie de la Lune. Alors qu'est-ce que va représenter la Lune? Bon, déjà, la Lune, dès que l'on parle de Lune, on parle de dualité, la dualité entre le pôle positif qui est représenté par le Soleil, le pôle négatif qui est représenté par la Lune, et de cette dualité finalement qui donne le jour et la nuit, va naître l'ensemble des énergies ensuite du zodiaque, des différentes autres planètes, et que l'on va retrouver aussi dans les signes. Donc finalement, de l'association de la Lune et du Soleil va naître un enfant qui s'appelle Mercure, et puis Mercure va grandir, il va expérimenter le désir par Mars et Vénus, et puis la sagesse des épreuves par Saturne, la sagesse par Jupiter, etc., etc., dans tout son parcours. Donc vous voyez que finalement, le Soleil et la Lune, par leur association, par leur union, créent l'ensemble du monde. Donc la Lune, c'est la partie du subconscient, parce qu'elle représente la nuit. Donc on a le jour qui représente le Soleil, ça c'est notre partie consciente, mais on a la Lune qui est au moins aussi importante, et en fait on s'aperçoit aujourd'hui de plus en plus que la partie subconsciente en fait prédomine, sous-tend
beaucoup de choses de nos actes, de nos comportements, de nos pensées. Hein. Donc moi j'ai tendance à dire que le subconscient est même pratiquement plus important dans la constitution de qui nous sommes, finalement, que la partie consciente qui n'est que la partie émergée. Donc la Lune, elle est très importante, elle représente notre subconscient, elle représente également notre part émotionnelle, notre part affective. Donc nous sommes dans le registre de l'eau, dans le registre des émotions, des ressentis, du ressenti avec la Lune. On va trouver également tout ce qui concerne notre histoire d'où nous venons, notre enfance bien sûr, puisque c'est 80% finalement de notre vie, tout se passe au moment de l'enfance, et vous voyez à nouveau ici que si on prend une vie entière, eh bien le moment de l'enfance qui représente peut-être que les 12 premières années, eh bien ces 12 premières années par rapport à toute une vie, admettons une vie de 100 ans, qui devrait représenter à peu près un dixième, et bien en fait ça représente beaucoup plus, hein, parce que beaucoup de choses se passent dans l'enfance, comme beaucoup de choses finalement se passent dans le subconscient. Donc c'est notre histoire, c'est notre histoire personnelle, d'où nous venons, donc notre berceau, c'est donc notre patrie d'origine, alors ça peut être notre village, mais aussi notre pays, et aussi notre milieu familial dans lequel nous sommes arrivés au monde, venus au monde. Hein, donc c'est notre famille. C'est aussi le rapport à la mère. Donc dans l'enfance, il y a aussi le rapport privilégié à la mère. Comment est-ce que cela s'est déroulé? Vous voyez, et tout ça conditionne ensuite une grande part de notre vie adulte. Alors aussi, pendant l'enfance, eh bien l'enfant rêve. Hein, c'est le domaine du rêve, de l'imagination. Et donc la Lune représente aussi tout cela. Notre capacité à rêver. Notre capacité à imaginer des choses, voyez. Et pour ça, il faut que le conscient se déconnecte, voilà. Parce que alors le subconscient s'autorise. Et donc, le langage de la Lune, c'est un langage imagé. On ne peut pas parler à la Lune avec un langage conscient de type Soleil. Ça, c'est logique. Voilà. Alors ça fonctionne très bien avec le Soleil, mais ça ne fonctionne pas avec la Lune. Si vous voulez parler, si vous voulez vous adresser à la Lune d'un consultant, eh bien il va falloir adopter le langage de la Lune. Et le langage de la Lune, c'est les images, les comparaisons, les métaphores. Voilà. Et ça parle directement au subconscient. Donc c'est pour ça que parfois, vous pouvez faire de très bonnes interprétations excellentes, très posées, très logiques, très structurées, en allant au bout des choses, et pourtant, vous êtes déçu, peut-être vous le ressentez ou pas, mais le consultant le ressent, vous n'avez pas franchi la barrière qui sépare le conscient du subconscient. Vous vous êtes adressé au conscient de la personne. Et le conscient de la personne, ça ne suffit pas à engendrer une transformation. Donc quand on s'adresse à la Lune, il faut adapter son langage, utiliser un langage métaphorique. Ça c'est très important. Mais je me suis éloigné un petit peu, enfin pas trop. Donc le domaine de l'imaginaire. Donc comment est l'imagination du consultant? Bon. Aussi, la Lune représente notre rapport avec les groupes. Voilà. Alors, il y a des positions qui sont privilégiées dans le thème. Hein, si vous avez une Lune en rapport direct avec le Soleil, par exemple, bon, il y a une prédisposition à ce que votre Soleil puisse infuser, finalement, au sein d'un public, d'un groupe, d'un ensemble, d'une équipe, d'un collectif. Vous voyez? Donc c'est notre rapport au groupe aussi, la Lune. Voilà. Bon, voilà, alors la mère, la famille, l'histoire, le subconscient, voilà, alors tout ça c'est le monde lunaire. Alors quand vous partez marcher, alors c'est plus facile pour moi en marchant que d'être statique, mais voilà, vous vous reconnectez à cette énergie douce de la Lune qui veille sur nous, qui comme une mère dans le ciel finalement veille sur ses enfants en les nourrissant, en les protégeant, voilà. Bon. Alors, ça c'est un des trois éléments. Le deuxième élément, c'est le signe du Verseau. Alors là, il est complètement différent. Donc on était dans l'eau, puisque la Lune est une planète d'eau, donc d'émotions, de ressentis. Là, nous sommes dans un signe d'air. Le Verseau, c'est un signe d'air. Donc c'est un signe de communication. C'est un signe d'échange.
Donc, bon, on va garder ça en tête hein, pour l'instant. Donc, un signe d'échange, un signe de communication. C'est aussi un signe qui est extrêmement tourné vers le futur. Je vous rappelle que le Verseau, c'est le porteur des graines. Moi, j'aime beaucoup cette expression. Je ne sais même plus qui elle est, je sais plus. Peut-être d'un buisson ou d'un ruisseau. En tout cas, c'est le porteur de graines, le Verseau. C'est-à-dire que son but, c'est de porter les graines de demain dans le présent. Bon. Alors, c'est un signe qui est tourné vers l'avenir. Tourné vers l'avenir, mais dans un signe d'air d'échange et de communication. Donc c'est un signe de progrès, mais il ne veut pas apporter le progrès juste pour lui-même, parce que c'est un signe extrêmement altruiste, par son côté aérien justement, donc il va chercher à apporter le progrès à un ensemble, souvent à la société, à un groupe, à une équipe. Donc c'est un signe de partage, et c'est un signe de progrès par l'avenir, et un signe de partage par les relations. C'est un signe un petit peu rebelle, en tout cas en décalage, le Verseau, parce que justement il a un pied dans le futur, un pied dans le présent, et que forcément ça crée un décalage avec les traditions qui sont aujourd'hui dans nos sociétés, qui ont toujours été dans les sociétés. Donc forcément quand on est Verseau, on est un peu en décalage par rapport à ça. C'est aussi un signe qui est assez indépendant. Bien sûr, il a besoin d'être en relation, mais il a aussi besoin d'être indépendant, de conserver sa liberté, le Verseau. Hein, bon, vous voyez, alors c'est un signe un petit peu ambivalent de ce côté-là. Alors maintenant, ça, c'est un exercice de mémoire, ce que nous avons fait. Bien sûr, il y a du vocabulaire que vous avez développé par vous-même en parlant le matin au buisson, dans la nature, mais cela reste pour l'instant un exercice de mémoire. Maintenant, ce qui est ludique dans l'astrologie et ce qui va permettre de faire des connexions dans tout ça, c'est justement de lier les deux, de les mélanger et de voir ce que la Lune en Verseau va pouvoir donner. Ah bah allons-y, allons-y. Alors on peut reprendre mot à mot bien les différents mots, les différents termes que j'ai utilisés pour la Lune. Et puis les mélanger avec d'autres du Verseau. Bon, et puis ça peut aussi couler de source, ça peut venir comme ça. Moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, alors par exemple, si on parle, prenons par exemple les relations, donc on a vu que le Verseau était un signe de relation, avec la Lune, c'est les groupes. Donc ici, on a quelqu'un qui a besoin d'évoluer au sein d'un ensemble, la Lune, hein, comme un placenta maternel qui vient, qui protège, qui nourrit, mais à l'intérieur duquel cette Lune en Verseau va pouvoir apporter le progrès. Un progrès qui est bien sûr empreint de modernité. C'est un progrès qui va plus loin que les autres. Donc on a quelqu'un qui est inséré dans un groupe, mais qui a besoin de conserver sa liberté. Donc c'est assez ambivalent. Il a besoin de faire partie d'un groupe Lune, il a besoin de conserver sa liberté. À l'intérieur de ce groupe, c'est quelqu'un qui va être très imaginatif. Parce qu'il y a l'imagination de la Lune et il y a l'inventivité du Verseau. Donc vous mélangez les deux et vous obtenez quelqu'un, vous obtenez un Philippe Stark, vous voyez, c'est-à-dire un inventeur de génie. Vous voyez le doc dans Retour vers le futur, voilà, c'est quelqu'un qui va avoir des idées, qui va être créatif, qui va voir plus loin que les autres, qui va avoir des idées originales, des concepts novateurs, vous voyez, et ça, au sein d'un groupe, ça va infuser. Mais attention, si vous lui dites, bon, tu dois rendre ton devoir pour telle date et tu dois faire ça avec tel cahier des charges très précis, là vous lui coupez tout. Là il faut pas. Il faut qu'il garde une certaine marge de manœuvre pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir exprimer cette imagination, cette inventivité, cette créativité qu'il possède. Voilà. Bon, alors là on est sur un point qui me paraît être important, mais bon, il y en a d'autres, hein, certainement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bon, certainement, c'est pas forcément un gage de stabilité. Hein, la Lune a besoin d'une certaine stabilité. Je vous rappelle qu'elle est quand même le second maître du Taureau, donc il y a besoin d'une certaine sécurité, à la fois affective, matérielle. Or, dans le Verseau, pas vraiment. Elle est un peu déstabilisée. Donc, c'est pas, comment dire, vous pouvez le voir d'ailleurs sur le Taureau qui est en carré au Verseau. Hein. Donc la Lune n'est pas forcément très à l'aise dans ce signe du Verseau, dans un sens de, en tout cas pour sa sécurité. Autant elle est pleinement imaginative et créative, autant pour sa sécurité c'est plus difficile. Il y a une certaine instabilité. Donc on peut avoir une enfance par exemple,
un peu instable, où les parents ont beaucoup déménagé, où ils ont vécu à l'étranger, ou alors les parents se sont séparés hein, par le Verseau, un divorce. Bon, en tout cas, ou alors dans la maison, eh bien, ça bougeait beaucoup. Voilà, donc la chambre était partagée, ou alors ils changeaient fréquemment de chambre. Y a quelque chose qui est assez instable, vous voyez, là-dedans. On peut avoir aussi une mère, donc lune, Verseau, donc qui a une passion et qui du coup est pas vraiment très présente pour ses enfants, par exemple. Voyez, pas parce qu'elle est entièrement dédiée soit à son travail, soit à son hobby, soit à sa passion. Du coup, elle n'est pas vraiment à la maison, elle s'occupe pas vraiment, elle n'a pas vraiment le temps de prendre soin vraiment des enfants qui doivent un peu se débrouiller. Donc il y a une certaine instabilité là aussi hein, qui est présente. Au niveau du subconscient, bah, le subconscient de la Lune en Verseau, il est à l'image de cela. C'est-à-dire que vous voyez le sigle du Verseau, comment il est, c'est une fréquence très rapide. Donc le subconscient du Verseau, si on branchait un électroencéphalogramme sur cette personne, eh ben, on verrait certainement ça. Voyez, c'est-à-dire qu'il y a une nervosité qui n'est pas forcément conscientisée, mais qui est là dans le subconscient. C'est quelqu'un qui aime que les choses aillent vite et qui se fait facilement du souci. Pourquoi? Parce qu'elle est dans l'anticipation. Son subconscient a un pied dans le présent, mais il a aussi un pied dans le futur. Donc, inconsciemment, il y a une somatisation, des anxiétés qui se créent par rapport à ça. Ouais, bon. Dans la vie d'adulte, pareil, le foyer, le lieu de vie, la famille n'est pas forcément très stable. Hein. Pareil, on peut avoir tendance à reproduire des séparations, des éclatements du foyer ou des changements fréquents de domicile avec une telle signature. Aussi, on peut voir un foyer qui va être par exemple empreint de modernité parce qu'on aime bien les choses épurées, on a besoin de place pour bouger, d'indépendance, donc de liberté de mouvement, hein, Verseau, à l'intérieur du foyer. Et puis on aime les choses qui sont un peu d'avant-garde, voilà, bon. Voilà, alors j'ai pas fait le tour, mais je vais pas non plus vous prendre tout votre temps, mais vous voyez comment on peut mélanger en fait ces deux énergies. Alors maintenant, nous allons aborder la troisième. La troisième, c'est la maison 8. Alors elle est très différente, la maison 8, mais c'est quand même une maison d'eau. Vous savez que la maison 8, c'est la maison du Scorpion, donc c'est elle aussi traditionnellement une maison d'eau, et qui fait donc écho finalement à laquelle au Verseau, non, c'est un signe d'air. À la Lune, oui, parce que c'est une planète d'eau. Donc, il y a une certaine affinité, de même qu'il y a une affinité entre le Cancer et le Scorpion, hein, des signes d'eau, donc entre la maison 8 et la Lune. Maintenant, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? D'accord, il y a une affinité par l'eau, l'élément eau. En même temps, la Lune, qui est en exaltation en Taureau, est donc en chute, symbolique, en tout cas, dans la maison 8. Donc, oui, elle est en affinité, mais non, elle ne s'y sent pas bien. Pourquoi? Parce que la maison 8, c'est une maison occulte, c'est une maison qui parle de la psychologie, de ce qui est au fond de la personne, de ce qui est enfoui au fond de la personne. Donc vous voyez, là, on retrouve l'affinité de l'eau entre le subconscient et la psychologie profonde de l'individu. Mais il y a quelque chose qui ne colle pas, c'est que la Lune a besoin de sécurité. Et la maison 8 représente justement tout sauf la sécurité. Vous savez que la maison 8, c'est la maison qui est opposée à la maison 2, qui est opposée donc au signe du Taureau, et donc c'est la maison de la transformation, alors que le Taureau est le signe eh bien, de la sécurité matérielle, d'une certaine possessivité. Au contraire, avec la maison 8, on a tendance à être dépossédé. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on prend la Lune et qu'on la met dans la maison 8? Eh bien, la Lune est empreinte d'une certaine peur. Elle a peur qu'on lui enlève sa sécurité, qu'on lui tire le tapis sous les pieds et qu'on lui dise « Ah, maintenant il va falloir que tu te réinventes, oh drame !» Alors que la Lune, elle aime sa sécurité, vous voyez? Donc, on a quelque chose de ce type-là, c'est-à-dire un subconscient qui va être un peu torturé. Alors, un peu torturé par la peur, hein, par la peur. Mais en même temps, il y a un revers de la médaille, c'est que cette Lune en maison 8, elle est extrêmement réceptive. Alors, elle est réceptive parce qu'elle ressent les besoins des personnes autour d'elle, très à l'écoute, très attentive.
et aussi pleine de ressentis qui lui permet de savoir finement ce que les autres pensent ou ce dont les autres ont besoin. Donc c'est une lune extrêmement psychologique, c'est une signature vraiment psychologique qui est capable effectivement d'être soumise à des crises d'angoisse, mais aussi potentiellement, justement parce qu'elle aura dépassé ces crises d'angoisse, d'aider autrui. Alors, quand on mélange les crises d'angoisse de la lune maison 8 avec la lune en Verseau, la nervosité, vous voyez qu'il y a des moments où cette personne a tendance à péter un peu les plombs, si vous voulez. Hein. Elle a des périodes d'éclipse de lune où elle est terrorisée, elle n'ose plus sortir de chez elle, elle peut avoir des angoisses, hein, sans tomber dans l'extrême, mais elle peut avoir des angoisses terribles. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut foncièrement aider autrui. Pourquoi? Parce qu'elle sait comprendre les autres et elle sait leur apporter la solution qu'il leur faut, en fait. Donc, voilà. Alors, aussi, si on prend la Lune comme étant notre rapport à des groupes, une Lune maison 8, ça va être effectivement être en contact avec une population qui a peur. Et donc, une population que l'on va chercher à aider. Alors, comment est-ce que la Lune va aider ces personnes qui sont dans une certaine souffrance ou dans la peur? Eh bien, par son inventivité. Je vous rappelle que c'est une lune Verseau. Donc elle va chercher des moyens modernes pour aider cette clientèle. Alors, ça peut passer, par exemple, par quelqu'un qui va s'occuper de médecine alternative. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir un sens psychologique très aigu, très pointu, et en même temps, elle va être tournée vers des moyens originaux, des moyens modernes d'aider ces personnes, d'un point de vue intérieur, psychologique ou médical. Il y a toujours aussi une connotation en termes de santé raccordée à la maison 8. Donc ça, c'est tout à fait possible. En revanche, par exemple, l'instabilité de la Lune en Verseau est finalement accentuée par la Lune en Verseau maison 8. La maison 8 qui est la maison des séparations, qui est la maison de la mort symbolique. Vous savez qu'on a toujours tendance à opposer la mort à la vie, ce qui est une erreur. La mort est opposée à la naissance. Et bien sûr, ce sont deux passages. Donc la mort symbolique, ce n'est pas la mort en tant que fin, c'est la mort en tant que passage vers autre chose. Donc ici, on a un foyer qui est potentiellement soumis à la mort symbolique, donc à une transformation qui accentue encore l'aspect instable de la Lune en Verseau, par exemple. Voilà, donc c'est dans cette idée donc, que l'on peut interpréter tout cela. C'est aussi un foyer donc, qui va se transformer, qui va évoluer, un subconscient aussi qui va évoluer au travers d'épreuves, au travers de crises. Voilà, ça c'est le mot important, hein, les crises de la maison 8 qui sont des crises de transformation. On voit que cette personne est amenée à faire cela en fait. Hein. On a également dans cette position, donc avec la Lune en Verseau, nous avons une dimension scientifique, c'est-à-dire une personne qui a à la fois un ressenti mais aussi une démarche scientifique qui peut aller au fond des choses hein, par la maison 8. Vous voyez par exemple les médecines alternatives dont je parlais tout à l'heure, ce sont justement un peu cette rencontre entre un ressenti lunaire, une technique d'avant-garde un peu originale donc Verseau, mais aussi dans la maison 8 pour aider des personnes en souffrance, par exemple. Hein. Donc ça, c'est tout à fait possible. Bon, qu'est-ce que l'on peut dire aussi? La créativité, l'inventivité, l'imaginaire, hein, tout ce monde onirique de la Lune Verseau peut être aussi teinté de peur, un peu morbide finalement, peut-être, hein, par la maison 8. Ou alors, ça peut s'exprimer aussi au travers de la sexualité qui dépend de la maison 8. Donc il peut y avoir par exemple de l'art, parce que l'art lunaire du Verseau, c'est quelqu'un effectivement de très créatif, qui peut avoir un art teinté d'instinct puissant, peut-être en rapport avec la mort, donc on peut traiter de ce thème, on peut traiter de la sexualité avec cette position planétaire. Si je prends la mer, bien effectivement là on peut voir peut-être, oui, bon, c'est plutôt la séparation, dans ce cas, effectivement, de la cellule familiale pendant l'enfance, à nouveau, hein, je reviens ici. Donc bon, vous voyez, je commence à faire un petit peu le tour ici. Donc j'ai été
pour moi, pas au bout bien sûr, mais j'ai fini mon circuit, il est temps de passer à une autre signature planétaire. Alors, voilà ce que je voulais vous montrer dans cette petite séquence vidéo, vous montrer comment est-ce que l'on peut s'entraîner régulièrement à travailler, à muscler finalement notre langage astrologique de manière à être prêt à tout moment à expliquer, à synthétiser une position planétaire donnée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut, à vous abonner également à la chaîne. Pour les dés, vous pourrez les retrouver sur mon site si vous êtes intéressé. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Astrosciences. Merci.